Le sport comme vecteur de santé et de bien-être, c'est notre deuxième sujet. Pour celui-ci, je suis à nouveau entouré du docteur Karim Oulkassi et de Stéphane Degana. Ils sont rejoints par Frédéric Delannoy, directeur technique de la FFSE, Fédération française du sport d'entreprise, et par Thomas Delpech, responsable organisation événements grand public chez ASO. Comme cela a été évoqué il y a quelques instants, l'activité physique et le sport peuvent être considérés comme des leviers, comme des supports pour entretenir le lien social, par exemple. Un sport qui se présente donc davantage comme un moyen, plus qu'un but, tant ses dimensions et ses valeurs sont multiples. D'ailleurs, le sport comme vecteur de santé et de bien-être, cela peut facilement être considéré comme une lapalissade. Pourtant, derrière ce terme générique peut se cacher une longue liste d'activités physiques potentielles. Des pratiques aussi diverses que variées, allant du sport santé au sport adapté, en passant par le sport en entreprise. J'aimerais savoir, docteur, le monde médical a-t-il listé ces différentes formes d'activités à conseiller au plus grand nombre ? Alors oui, effectivement, les champs conceptuels sont riches et variés. Alors pour essayer d'être très simple, essayons de définir ce qu'est l'activité physique tout simplement. L'activité physique, c'est un mouvement qui est produit par un muscle squelettique et qui produit une augmentation de la dépense énergétique. L'activité physique adaptée, c'est la même chose. Donc c'est un mouvement par un muscle squelettique avec une augmentation de la dépense énergétique, mais qui sont basées sur des aptitudes et des motivations pour des personnes qui ont des besoins spécifiques de par leurs conditions, tout simplement. Et l'activité physique en tant que telle, du coup, eh bien, elle peut s'observer dans différents moments. Elle peut s'observer lorsque l'on fait des tâches ménagères, par exemple, bricolage, jardinage, pour ne citer que. Les mobilités actives, comme vous l'avez dit, c'est bien la marche utilitaire ou le vélo, tout simplement. Il y a aussi l'activité professionnelle, activité durant laquelle on peut être amené à avoir une activité physique, par exemple le port des charges, le déplacement. Il y a les loisirs, typiquement le sport, la marche, et le soin. Effectivement, au sein de l'hôpital ou en ambulatoire, on peut être amené à faire des exercices, des programmes dictés par les professionnels de santé d'une manière générale. Et donc on voit bien que faire de l'activité physique, c'est des tâches ménagères, de la mobilité active, des activités professionnelles, du loisir ou des soins. Et donc le sport santé est une sous-catégorie, sans être péjoratif bien évidemment, mais une catégorie qui peut rentrer dans le cadre des loisirs en tant que tel. Et donc le message, c'est qu'on peut faire de l'activité physique à différents moments. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions en termes de définition, de sémantique des différentes activités physiques. Frédéric Delannoy, le slogan de la FFSE, c'est « bien plus que du sport ». Quel usage peuvent faire les entreprises de ce bel outil qu'est le sport au quotidien ? Bonjour. En fait, le sport est, comme vous l'avez très bien dit en introduction, un outil. Donc, tout va dépendre de ce que l'on veut en faire. Évidemment, tous les usages sociaux que l'on aura du sport aura de toute façon un impact sur le salarié, c'est qu'il, comme ça vient d'être rappelé, aura une activité physique et donc à un moment donné se fera du bien, ne serait-ce qu'en bougeant. Mais les usages qu'on peut observer dans les entreprises vont de la communication interne, on l'a un peu évoqué dans la gestion du télétravail, la communication externe. On connaît bien des entreprises qui utilisent l'activité physique soit pour attirer des nouveaux talents sur les conditions de vie au travail que permet le développement d'activités physiques de qualité, soit, y compris sur la partie compétitive, nous on organise des compétitions inter-entreprises et certaines entreprises investissent dans ce champ pour montrer leur dimension compétitive, le fait que ce soit des gagnants. De manière un petit peu plus fine, on a par exemple des expériences très intéressantes d'augmentation de la rapidité d'intégration de nouveaux éléments dans des entreprises en mobilisant des activités physiques et ludiques. On a des aspects sur l'intégration dans un nouvel espace de travail où l'activité physique va être mobilisée pour découvrir l'environnement professionnel, que ce soit l'organisation des bureaux eux-mêmes ou le secteur géographique dans lequel on intervient, donc découvrir son environnement. Donc tous ces usages, et il y en a encore une infinité d'autres, puisque ça va être l'inventivité de l'entreprise en relation avec un opérateur qui va mettre en place du sport de manière fine pour pouvoir servir l'entreprise, qui va permettre cet usage. Et encore une fois, à chaque fois, dans une perspective, parce que c'est ça qui est central,
d'amélioration des conditions de vie, ne serait-ce que physiologiquement, des gens qui vont avoir cette activité. Merci beaucoup Frédéric pour ces précisions. Thomas Delpeuch, bonjour. On vient de voir avec la Fédération française du sport d'entreprise les impacts positifs du sport sur le monde corporate. Vous qui recevez les données des coureurs participant aux événements grand public, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de motivation par exemple? Est-ce qu'ils sont plus orientés bien-être ou plutôt objectif compétition? Bonjour Olivier. Effectivement, quand on les interroge, quand ils s'inscrivent sur nos compétitions, sur l'Harmonie Mutuelle Summit de Paris, pour ne pas le citer, la motivation, elle est bien sûr d'abord de participer à une compétition, donc de se dépasser, de se prouver qu'on est capable de réaliser ce défi. 21 km, c'est un défi pour beaucoup de monde. Finir dans un meilleur temps que l'année dernière, progresser toujours. Donc ça, on est vraiment sur du dépassement de soi. Et puis ensuite, on les interroge aussi sur ce que représente la course à pied dans leur quotidien. Et là, la réponse est toute différente. On est vraiment sur des notions d'hygiène de vie, sur du plaisir, de la passion, mais sur l'entretien de sa santé physique. Et c'est là que les entreprises, et je rejoins ce qu'ont dit les différents intervenants, l'entreprise a un rôle à jouer sur cette hygiène de vie. C'est important pour que le salarié ait une hygiène de vie relativement bonne, que l'entreprise les aide effectivement dans cette pratique au quotidien, quand on va courir au bureau sur la pause de midi ou sur des activités organisées par l'entreprise, mais également sur la participation à des événements comme ça. Et nous, on s'en aperçoit sur les événements, on a de plus en plus d'entreprises qui réunissent de plus en plus de monde. L'évolution, elle est assez nette. Il y a 10-15 ans, on avait des entreprises qui jouaient le challenge compétitif. Donc on avait une centaine, 150 entreprises qui venaient pour inscrire ces 10 meilleurs coureurs et jouer vraiment le classement compétitif. On n'est plus du tout là-dessus aujourd'hui. On est vraiment sur une pratique qui s'est ouverte. L'entreprise essaie de réunir tous ses salariés, des salariés qui sont compétitifs, qui sont des semi-marathoniens purs, qui ont d'excellentes performances, et également des coureurs qui ont des performances plus neutres, des débutants, des personnes qui se mettent à la course à pied. Donc les entreprises les encouragent et réunissent vraiment des groupes qui vont de 300 à 400 personnes sur nos compétitions. Donc ça, c'est très intéressant et c'est une belle évolution. Merci beaucoup Thomas. Effectivement, les représentations évoluent dans le temps. Justement, je voudrais avoir l'avis de Stéphane Dagana, qui est juste à mes côtés. Il m'a dit en préparation, je ne suis pas un ayatollah du sport. Vous qui avez connu la pratique du très haut niveau, est-ce que votre évolution, votre représentation a évolué en même temps? Pour vous, du coup, c'est quoi aujourd'hui la pratique sportive? Une approche chantée, une approche thérapeutique, une approche de vecteur lien social, par exemple, ou autre chose? En fait, c'est vrai qu'il y a le sport et l'acception qu'on a du sport a énormément évolué. Il y a plusieurs façons de le percevoir. Son histoire, au départ, elle est compétitive avec la rénovation des Jeux à la fin du 19e siècle. Donc on est sur la compétition. Et puis après, au moment du Front populaire, le premier ministère des Sports, secrétariat d'État au sport, il faut se rappeler qu'il était rattaché à un ministère de la Santé. Donc déjà, on avait saisi cette opportunité de faire bouger les gens pour la santé. On commençait à comprendre que c'était important. Et puis aujourd'hui, on voit avec les pratiques de sport de masse que c'est aussi une des motivations. Alors, le marathon, le semi-marathon va être l'objectif parfois pour aussi avoir de la régularité dans la pratique. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de gens, avec l'annulation des événements, ont eu du mal à maintenir cet engagement dans une pratique régulière parce que l'objectif les aide à maintenir cette pratique. Et moi, j'aimerais rappeler en fait deux définitions qui sont intéressantes. La première, c'est celle de la santé, qui est celle de l'OMS, du milieu du siècle dernier, 1948 ou 49, je crois, et qui dit « La santé, ce n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et social. » Et à côté de ça, on a la définition du Conseil de l'Europe. L'article 2 de la charte du sport du Conseil de l'Europe dit « Le sport, c'est toute activité physique qui a pour but le développement de son bien-être ou le maintien de son bien-être, de sa santé physique, de sa santé mentale ou de sa santé sociale, que ce soit en compétition ou non. » Et donc, on voit bien que c'est une vision beaucoup plus large du sport, qui inclurait presque des choses qui ne relèvent pas du sport, mais en gros, il y a une dimension d'intentionnalité. Et beaucoup de gens disent, tiens, je me suis remis au sport, je prends mon vélo pour aller au travail. Ça va être très fréquent. Alors que ce n'est pas un sport codifié, c'est pas un sport... Mais eux, ils parlent bien de sport. Et donc, si on prend le sport dans cette dimension-là, on comprend bien, et qu'on regarde ces deux définitions, la symétrie entre les deux, on comprend bien le néologisme de sport-santé, qui vraiment utilise le sport
pour développer toutes les dimensions de la santé. Et j'entendais tout à l'heure dire, bah oui, les entreprises doivent jouer ce rôle-là. Je crois qu'on est vis-à-vis de la lutte contre la sédentarité et du développement du niveau d'activité physique, le docteur Oulkassi l'a rappelé, ce sont deux choses différentes. On est vraiment dans un contexte où tout le monde, tous ceux qui peuvent le faire, doivent faire un effort parce qu'on en paye tous les frais collectivement. C'est un peu comme l'écologie. L'entreprise est une partie du problème. Tout à l'heure, je disais que les gens déclaraient 9 heures de sédentarité, week-end et jours fériés, et plus de 12 heures les jours travaillés. Donc ça veut bien dire que c'est un haut lieu de la sédentarité, on le sait, l'entreprise, et donc on doit aussi prendre en compte, parce qu'on ne peut pas, mutualiser ce problème sur la collectivité, on doit chacun prendre ses responsabilités pour lutter à la base contre ce phénomène de sédentarité. Complètement. Je vois d'ailleurs que le docteur rebondisse sur cette association Sport et Santé. Je crois qu'il y a une petite étude qui a eu lieu il y a quelques années à Londres à nous partager, une sorte d'illustration métaphorique entre quelqu'un qui sera en posture quasiment télétravail, même si le mot n'existait pas à l'époque, et un collègue de travail qui, lui, pour le coup, serait beaucoup plus actif. Je vous laisse, docteur, raconter cette histoire pour illustrer tout ça. Oui, tout à fait. Donc on sait depuis au moins l'Antiquité les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé. Mais la première étude de grande ampleur à avoir démontré le risque lié à l'inactivité physique, eh bien, c'est une étude qui a eu lieu à la fin des années 40, début des années 50, pilotée par le docteur Morris à Londres, auprès de 31 000 employés de la Société des transports londoniens. Et donc, ce médecin s'est rendu compte que dans, vous savez, ces fameux bus londoniens à 2 étages, qu'il y avait des différences entre les chauffeurs, qui passaient 90% de leur temps de travail assis, et les contrôleurs, eh bien, qui montaient environ les 750 marches au sein de ce bus par jour. Eh bien, ce médecin a vu qu'il y avait effectivement un risque 2 fois plus élevé de faire un infarctus du myocarde chez les chauffeurs par rapport aux contrôleurs qui montaient et descendaient ces marches quotidiennement. Et lorsque l'infarctus du myocarde avait lieu, eh bien, la mortalité était de la même manière plus importante chez les chauffeurs par rapport aux contrôleurs. Alors on peut considérer que les contrôleurs et les chauffeurs ont des caractéristiques socio-économiques, des comportements de santé relativement identiques, avec pour seule différence eh bien, le fait de marcher ou de rester assis toute la journée. Voilà. Et depuis effectivement cette étude, de nombreuses études sont venues étayer ce constat, mais voilà, on cite souvent cette étude comme étant la première étude épidémiologique de grande ampleur à montrer les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé. Merci docteur. Petite question pour Frédéric Delannoy. En fait, on vient d'évoquer en quoi le sport et pourquoi le sport est un vecteur rassembleur, un vecteur positif. Je vois qu'on insiste ensemble sur le comment. Après, et comment ce sport, via des exemples que vous pourriez nous partager, peut être ce vecteur de mieux-être, de santé? Le sport en entreprise en particulier pose la question du comment. C'est deux choses qui sont les freins majeurs de la mise en action de l'activité physique en entreprise. Rappelons qu'en France, 80% des chefs d'entreprise voudraient faire du sport à leurs salariés et qu'ils ne sont que 7% à le faire. Et s'il y a un tel écart, il y a 2 éléments importants, c'est que souvent trouver des solutions leur paraît compliqué parce que c'est un métier. Et deuxièmement, il y a une question de sécurité. Qu'est-ce qui se joue dans ma responsabilité de chef d'entreprise si jamais je mets en place du sport et qu'il y a un accident. Donc la première des choses, j'ai envie de dire, c'est comme dans d'autres secteurs de l'entreprise, quand on n'est pas spécialiste, c'est cette capacité à se faire accompagner et à se dire je ne suis pas un professionnel du sport, ce n'est pas mon métier, je suis chef d'une entreprise dans un autre secteur et donc je vais aller chercher des compétences qui vont m'accompagner dans ce projet-là pour contrecarrer ces différentes craintes d'une part. Et puis, parce qu'on est aujourd'hui sur un sujet autour du télétravail, dire qu'il y a eu beaucoup depuis 1 an d'initiatives diverses pour que le sport arrive dans les domiciles et soit permettre aux personnes qui sont chez elles d'avoir un minimum d'activité, en particulier à travers toutes les visios aussi. Donc on a augmenté le temps de visio, mais pour avoir des activités. Et là aussi, dire que c'est une bonne solution, mais qu'il ne faut pas s'exonérer des compétences des encadrants quand on met en place ces activités et de maintenir cette interaction entre des coachs qui vont mettre en place de l'activité et des gens pour lesquels ça va peut-être être le démarrage de l'activité. Merci beaucoup Frédéric Delannoy. Nous venons de voir que le sport favorise le partage, il permet de créer des groupes,
des communautés, comme vient de le dire Stéphane. Pour cela, on utilise parfois donc des applications et on parle alors de sport connecté, une façon comme une autre de repenser la pratique sportive et justement réinventer celle-ci, c'est notre prochain sujet.